Je remercie chaleureusement Monsieur le coordonnateur général du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur Robert Philippe, pour ses propos d'introduction, propos très élogieux adressés à mon endroit. Et du même coup, je prends plaisir à souhaiter à tous les apprentis philosophes que vous êtes la plus cordiale bienvenue dans l'enceinte de cet auditorium qui a vu défiler des hommes très illustres qu'a connu ce pays et que connaît encore ce pays d'Haïti. Le titre de la conférence du jour, Philosophie, science et culture. Trois notions apparemment opposées, mais qui ont entre elles des relations assez étroites. Tout homme qui vit sur la terre est, de par sa nature même, un être curieux. Il éprouve sans cesse le besoin de partir toujours et toujours à la recherche du savoir, à la recherche de la connaissance. Et c'est là la différence fondamentale qu'il y a entre l'animal qui fait un avec la nature, se contentant d'être, et l'homme lui-même qui fait deux avec la nature, essayant toujours de modifier, de transformer et d'améliorer ses conditions d'existence. Ainsi, une fois venu au monde, une fois apparu sur la terre, l'être humain ne s'est jamais contenté de sa situation. Aujourd'hui, il est d'une manière, demain, il est d'une autre manière, et demain encore, il veut autre que ce qu'il est aujourd'hui. L'homme, dit Pascal, est le seul être vivant qui soit venu au monde nu comme un ver de terre. Il est l'être le plus faible. Mais l'avantage de l'homme sur les autres êtres, c'est qu'il est doué d'une faculté qui lui permet de penser, de réfléchir, de se demander sans cesse le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela, à quoi bon ceci, à quoi bon cela. Donc, cette faculté que l'homme possède lui permet de se poser et sans cesse des questions qui amènent à des réponses et des réponses qui deviennent à leur tour de nouvelles questions. D'où la naissance de la philosophie. Elle vient à partir de l'étonnement, à partir de l'inquiétude, à partir de l'angoisse de l'homme manifestée devant les grands problèmes de l'existence. Vous savez que l'homme se compose de deux parties étroitement liées. Deux parties essentielles. Une partie physique qui est le corps et une partie psychique qui est l'âme ou encore l'esprit. Ces deux parties, dis-je, sont étroitement liées dans la mesure où c'est le corps qui supporte l'esprit et c'est l'esprit qui dirige le corps. Il y a des problèmes posés par le corps de l'homme, posés par la matière, et que ni la science, ni la technique, ni les autres activités humaines ne peuvent résoudre, et qu'il y a d'autres problèmes fondamentaux que la philosophie elle-même se pose. Et ces problèmes, on les a déjà posés dans le temps, on les pose encore et on les continuera à les poser. D'où vient l'homme? Qui est-il? Où va-t-il? Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, l'homme ne cesse de se poser encore ces genres de questions. Ainsi, à l'origine, la philosophie était cette volonté, cette manifestation de la volonté humaine
de sonder l'insondable, de connaître l'inconnu, de percer les mystères et de trouver le rationnel dans tout ce qui paraissait irrationnel. Les premiers hommes, tout comme les hommes de nos jours, ne cessent de se demander, dis-je, le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela, à quoi bon ceci, à quoi bon cela. L'homme vit deux choses, la compréhension et l'incompréhension. Tout ce qu'il comprend, il se rapporte à la science, et tout ce qu'il ne comprend pas, il se réfère à la philosophie. C'est pourquoi nous disons que la volonté fondamentale de l'homme, c'est d'arriver toujours à sonder l'insondable, à connaître l'inconnu, à percer les mystères, à trouver le rationnel dans ce qui paraissait irrationnel. Ainsi, les premiers hommes, particulièrement les Grecs et les Ioniens, avaient comme habitude de se poser les uns aux autres toutes sortes de questions. À partir de cette habitude, à partir de cette pratique de s'interroger toujours et toujours, a pris naissance sur les rives de la Grèce antique la discipline, connue pour être la recherche, l'amour de la sagesse, la réflexion critique, discipline qu'on appelle la philosophie, discipline qui fait peur à certains, qui est redoutable pour d'autres, qui est critiquée par certains et appréciée également par d'autres. Qu'est-ce que donc la philosophie? Telle est la question que nous devons actuellement nous poser. J'imagine le premier jour où vous avez franchi le seuil de votre classe de philosophie. Vous étiez anxieux, inquiet, angoissé, car de toutes les matières avec lesquelles vous étiez appelé à faire connaissance, une seule vous passionnait déjà. Une seule retenait toute votre attention et captait tout votre intérêt. J'imagine, c'est la philosophie. Déjà en classe de première, en rhéto, vous rêviez déjà d'entendre votre professeur vous parler de c'est quoi la philosophie. Votre professeur, je l'imagine également, a pu vous dire que ce n'est pas une matière de connaissance. On n'apprend pas la philosophie dit Kant, on apprend seulement à philosopher. Mais plutôt une matière de réflexion. Philosopher donc, c'est réfléchir, d'après Mène de Biran, réfléchir de manière critique sur soi-même, sur autrui, sur le monde extérieur qui nous entoure. J'ai dit, la réflexion philosophique est une réflexion critique. Et ce mot est capital. Elle est dite critique parce qu'elle se fait par une sorte de mise en question perpétuelle, une sorte d'interrogation permanente, un questionnement incessant, en ce sens qu'une fois entré dans l'univers de la réflexion philosophique, on aura de cesse à se poser des questions. Toute question amène à une réponse. La réponse n'est jamais définitive, elle est plutôt provisoire, parce qu'elle ne tardera pas à devenir à son tour une nouvelle question. Autrement dit, chaque pourquoi conduit en philosophie à un parce que, chaque parce que suscite encore un autre pourquoi, jusqu'à ce que finalement l'homme se retrouve devant un dernier pourquoi auquel il ne peut trouver aucun parce que. Et c'est ça qui fait la force même de la réflexion philosophique, c'est cette quête incessante de l'homme
vers la perception des choses, vers la compréhension ou l'intelligibilité de l'existence. Sonder l'insondable, connaître l'inconnu, percer les mystères, tels sont les objectifs du philosophe. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il est curieux, il veut rechercher en tout et partout le savoir. Mais non seulement qu'il est curieux, il est encore insatiable, en ce sens qu'il n'est jamais satisfait. Plus il sait, plus il veut savoir, et plus il cherchera à savoir. L'origine donc du savoir de l'homme réside d'une part dans sa curiosité et d'autre part dans son insatiabilité. Le philosophe mathématicien Henri Poincaré disait: si je n'étais pas curieux, la connaissance qui est déjà là dans la nature ne serait jamais parvenue à moi. Autrement dit, tout est là. Il suffit à l'homme d'aller à sa recherche. Contrairement à l'animal qui se contente d'être, qui subit la domination des événements naturels ou des phénomènes naturels, l'homme cherche toujours à se soustraire à la domination de la nature pour imposer à celle-ci sa propre volonté, ses propres caprices et projeter ainsi ses propres désirs et ses propres pulsions. Car nous avons en nous une faculté, c'est notre intelligence, qui nous permet de comprendre et de comprendre, de rechercher ce qui est inconnu pour que l'inconnu devienne connu. Là, je me rappelle une fameuse phrase du philosophe français existentialiste Jean-Paul Sartre qui disait, et je cite, « Le connu ne m'intéresse guère, puisque je connais déjà le connu. Seul l'inconnu m'intéresse, car il me reste encore à le connaître. » Oui, le connu n'intéresse pas l'homme, puisqu'il connaît déjà le connu. Seul l'inconnu l'intéresse, car il veut que l'inconnu soit connu. D'où la curiosité à l'origine du savoir. Également l'insatiabilité, car l'esprit humain, encore plus l'esprit philosophique, est un esprit inquiet, angoissant, sceptique. Il n'est jamais satisfait de ce qu'il possède. Il veut posséder mieux et davantage. Plus l'homme sait, disons-nous, plus il veut savoir et plus il cherchera à savoir. Le savoir humain est progressif. Ce que l'homme sait aujourd'hui doit être supérieur par rapport à ce qu'il savait hier et inférieur par rapport à ce qu'il saura demain. C'est la loi même du progrès, c'est la loi même de l'évolution. C'est pourquoi aussi tout homme possède un certain degré de savoir, même s'il ne prend pas conscience exactement de ce qu'il sait. C'est pourquoi le terme ignorant dans le vocabulaire philosophique est un terme impropre, un terme inapproprié. Certes, on peut dire de quelqu'un qu'il est ignorant, à condition qu'il soit ignorant en telle matière, ignorant en 3 points de suspension, mais non pas ignorant tout court, car quelqu'un, quelque part, sait quand même quelque chose, même s'il ne prend pas conscience de ce qu'il sait. On ne peut pas ne pas savoir. On possède un savoir, si minime soit-il. Et c'est ce savoir que l'on possède au départ, que l'on veut agrandir, que l'on met en question, que l'on met en doute, parce que l'esprit philosophique est un esprit dubitatif, un esprit qui consiste à douter de ce qu'il possède
pour essayer d'obtenir mieux et davantage. Dans sa quête donc de la connaissance, dans sa recherche vers la compréhension des êtres et des choses, l'homme est amené à faire la philosophie qui étymologiquement est l'amour et la recherche de la sagesse. Entendons par sagesse non pas simplement la vertu morale, non pas simplement la connaissance, mais surtout et seulement la réflexion profonde, méthodique, critique, réflexion qui entend embrasser la totalité de l'existence humaine. Le philosophe réfléchit sur tout et sur tous. Il réfléchit avant tout, d'abord, sur lui-même, parce qu'avant tout, il est un homme, et en tant qu'homme, il est sujet à l'erreur. Vous avez sûrement entendu, même une fois dans votre vie, la fameuse phrase latine « errare humanum est ». Se tromper est humain, ou encore l'erreur est du domaine de l'homme. Donc l'homme, disons-nous, cherche l'explication de tout. Il cherche à comprendre tout. Et ce qu'il n'arrive pas à comprendre, constitue pour lui un mystère. Mais le mystère cessera d'être mystère à partir du moment où l'inconnu devient connu. C'est la règle. Au départ, dans sa volonté de tout comprendre, dans sa volonté d'embrasser la totalité de l'existence humaine, la philosophie, plutôt l'homme, a fait de la philosophie dans l'Antiquité, à l'origine, et jusqu'au début du XVIIe siècle, un immense savoir. Un savoir total, absolu, universel, bref, un savoir encyclopédique, dont la prétention était d'englober, d'embrasser la totalité du savoir. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui se plaisaient à appeler la philosophie tantôt le savoir du savoir, tantôt la connaissance de la connaissance, tantôt enfin la science des sciences. Aristote disait « J'appelle philosophe celui qui, dans la mesure du possible, possède la totalité du savoir. » Mais ce n'est qu'une prétention, ce n'est qu'une utopie, car personne ne peut prétendre effectivement accéder à la totalité du savoir. Le savoir humain est limité. L'homme n'est pas créateur, il est créature. Il ne peut être omniscient. Son savoir possède des limites. Jean-Paul Sartre écrivait quelque part « Ce que l'homme sait n'est rien à côté de ce qu'il ne sait pas. Ce qu'il ne sait pas n'est rien à côté de ce qu'il doit savoir. Et ce qu'il doit savoir n'est enfin rien à côté de ce qu'il ne pourra jamais savoir. » C'est ce jamais qui traduit les bornes. C'est ce jamais qui traduit les limites du savoir de l'homme. Quoi qu'il fasse, quelque chose, quelque part, bloquera toujours sa connaissance. Donc, puisque c'était une prétention de posséder la totalité du savoir, la philosophie ne tardait pas à faire faillite. Elle ne tardait pas à échouer en qualité de savoir encyclopédique. Son échec s'explique par la division du savoir, puisqu'il était impossible de posséder la totalité du savoir. Socrate disait même à Ménon, au cours d'un dialogue avec Ménon, pour montrer
qu'on ne peut pas être prétentieux, suffisant et orgueilleux dans ce domaine-là, il disait souvent, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il faisait ainsi preuve de modestie, de sagesse, car on ne peut pas tout savoir, et ce que l'on sait est peu devant ce que l'on reste à savoir. C'est fini. Donc, même là encore, quand Socrate disait « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », dans son esprit, il voulait faire preuve de modestie, de sagesse, par rapport aux sophistes prétentieux de l'époque qui croyaient posséder effectivement la science infuse, la totalité du savoir. Mais Socrate, peut-être dans son esprit, n'a pu se rendre compte qu'il venait de commettre ce qu'on appelle en philosophie une aberration. Car lorsqu'il disait « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », il voulait se montrer sage, dis-je. Mais dans l'esprit de Montaigne, au XVIe siècle par exemple, Socrate, sans le vouloir peut-être, a commis, disons-nous, une aberration. Aberration que Montaigne s'est adressé à Socrate en ces termes. Erreur, Socrate, grave erreur. Vous dites que tout ce que vous savez, c'est que vous ne saviez rien, d'accord. Mais le fait même par vous de dire que tout ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien, prouve déjà que vous savez quelque chose. Car savoir que l'on ne sait rien est déjà un savoir. Donc vous voyez, je vous dis cette anecdote, c'est juste pour vous mettre dans le bain de l'univers, dans l'enceinte de l'univers philosophique. Une fois entré dans cet univers, on questionne, on interroge, on met en question soi-même, autrui et tout l'environnement dans lequel on évolue. La philosophie, je le rappelle, est une réflexion critique qui se fait sur soi-même, sur autrui et sur le monde extérieur qui nous entoure. Maintenant, voyons que c'est impossible, c'est irréalisable, c'est chimérique de prétendre et arriver exactement à posséder la totalité du savoir. La philosophie a fait faillite, elle a échoué, elle n'est plus le savoir encyclopédique qu'elle était, puisque certaines disciplines qui jusque-là faisaient partie intégrante d'elle se sont mises les unes après les autres à s'en détacher pour devenir des sciences autonomes, pour devenir des sciences indépendantes, pour devenir des sciences à part entière, possédant leurs propres méthodes et leurs propres caractéristiques. On a vu les mathématiques dès le VIe siècle, avant Jésus-Christ, acquérir leur indépendance en se détachant de la philosophie sous la bannière d'Euclide et de Pythagore. Plus tard, au XVIIe siècle, on va assister à une vague successive de détachement. La physique avec Descartes, Pascal, Newton. La chimie au XVIIIe siècle avec Lavoisier. La biologie au XIXe siècle avec Lamarck, Claude Bernard, même Pasteur. Et au début du XXe siècle, toute une série de sciences, dites sciences humaines, telles que la sociologie avec Émile Durkheim et Auguste Comte, la psychologie avec Ribot notamment, la psychanalyse avec Sigmund Freud, etc., etc. Dès lors, une question
d'importance capitale devait être posée. Si toutes ces disciplines faisaient partie auparavant de la philosophie et que par la suite elles s'en sont dissociées pour s'ériger en sciences autonomes, que reste-t-il alors? Dites-moi s'il vous plaît. Que reste-t-il alors à la philosophie? Que devient-elle? Est-elle également une science? C'est justement à partir de ce moment que l'on se pose la question à savoir si la philosophie est une science. Mais auparavant, la philosophie régnait, dis-je, en qualité de savoir. Comment? Encyclopédique. Elle entendait regrouper en elle-même la totalité du savoir, à un point tel qu'on l'appelait même le savoir du savoir, la connaissance de la connaissance, et même la science des sciences. Mais dès l'époque, dès le moment où les différentes disciplines se sont séparées, ont tourné le dos à quoi? À la philosophie. Celle-ci perd de son contenu. Elle est vidée de son contenu pour devenir moindre qu'elle était auparavant. Au début, il n'y avait pas d'un côté la science et de l'autre la philosophie. Science et philosophie étaient confondus et les mots savant et philosophe étaient synonymes, à telle enseigne que Platon faisait écrire au frontispice, c'est-à-dire à l'entrée de l'académie où il enseignait, l'interdiction suivante: que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Entendons par là que nul n'entre ici s'il n'est philosophe. Voyez, à ce moment, savant et philosophe étaient synonymes, puisque la philosophie entendait, prétendait totalité du savoir, car l'homme n'est pas créateur, mais plutôt son savoir est limité. Ce que l'homme sait, dit Jean-Paul Sartre, rappelez-le-moi, n'est rien à côté de ce qu'il ne sait pas. Ce qu'il ne sait pas n'est rien à côté de ce qu'il doit savoir. Ce qu'il doit savoir n'est rien à côté de ce qu'il ne pourra jamais savoir. Donc, puisque c'est impossible, disons-nous, c'est utopique de posséder la totalité du savoir, avec la division du savoir, le coup fatal a été donné à la philosophie. Et à partir de ce moment, il se pose la question d'établir les rapports existants entre la science et la philosophie. Rapports, d'une part, sur le plan de leurs différences, d'autre part, sur le plan de leurs ressemblances, et finalement, sur le plan de leurs interférences, ou encore leurs influences réciproques, à savoir ce que la philosophie doit à la science, et vice-versa, ce que la science doit à la philosophie. Les différences entre science et philosophie sont multiples. Et elle se présente à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la science et la philosophie
ne se sont pas constitués au fil des ans de la même manière. La science est née à partir des besoins, à partir des exigences matérielles de la technique et notamment à partir de la curiosité intellectuelle, c'est-à-dire encore la curiosité désintéressée. Donc, pour expliquer l'origine de la science, on avance ordinairement les facteurs suivants: les besoins, les exigences matérielles et surtout la curiosité. Remarquez que j'ai mis l'accent sur l'un de ces trois facteurs. Lequel? La curiosité. Parce que, avant même que l'homme ait cherché à connaître pour satisfaire ses besoins, pour répondre aux exigences matérielles de la technique, l'homme a cherché à savoir, pour savoir, à connaître, pour connaître, comprendre et expliquer, bref, pour satisfaire sa curiosité. Si vous avez une petite sœur et que demain lundi 15 mars ramène son anniversaire de naissance, en prévision de cet événement heureux, demain matin, après vos cours, aux environs de 1h, 2h, je suis sûr que vous allez au bas de la ville, à un magasin quelconque de la place, pour acheter un cadeau, si vous en avez les moyens. Et votre attention est attirée, par exemple, par une poupée électronique chez Accra ou chez Ben Bidjo, n'importe quel autre magasin. Et vous dites à la caissière, à la vendeuse, combien cela coûte, si le prix n'est pas marqué dessus. On vous dit tant. Vous êtes intéressé par la beauté du jouet, et puis vous pensez que cela pourra faire plaisir certainement à votre petite sœur, et vous payez à la caisse, vous dites d'emballer, d'envelopper le cadeau, et tout joyeux que vous êtes, vous entrez chez vous, et vous dites à votre petite sœur: tenez ma poupolette, voici ton cadeau d'anniversaire. Tiens, ma petite, c'est pour toi. L'enfant, immédiatement, je suis sûr, va défaire l'emballage. L'enfant découvre une jolie poupée et elle se met à jouer avec, seule ou avec ses petites camarades du voisinage, du quartier, si elle habite, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais au bout de quelques jours, ne soyez pas étonnés si, en arrivant chez vous une nouvelle fois, on vient vous accueillir devant la barrière principale de la maison avec une mauvaise nouvelle. L'enfant a été à la cuisine, sur la cour, quelque part d'autre. Elle a pu trouver une pique, un couteau, mais n'importe quoi. Et elle est arrivée à perforer le dos de la poupée. Parce que la poupée n'est pas une poupée ordinaire. Elle parle, elle dit papa, maman, elle chante, elle danse, elle pleure, elle fait des choses extraordinaires. Parce qu'il y a une batterie, une sorte de pile, entre guillemets, annexée au dos de la poupée, qui, lorsque la pile est actionnée, la poupée se met à chanter, à parler, à dire papa et maman, etc. L'enfant a pu prendre un couteau, elle a perforé le dos de la poupée. Dans votre raisonnement d'adulte, vous direz certainement à la Timone des autres: mon papa jamais fait le cadeau encore. Erreur, grave erreur. A pu prendre un couteau pour perforer la poupée, ce n'est pas parce qu'il est désordonné, entre guillemets, c'est justement parce qu'il voulait savoir comment se fait-il que la poupée puisse marcher, puisse parler, puisse dire papa, maman, bref,
l'enfant voulait satisfaire, allez-y, sa curiosité. Si l'enfant est curieux à ce point, l'homme adulte que nous sommes beaucoup plus curieux. Et c'est justement grâce à notre curiosité que nous partons toujours et toujours à la recherche du savoir. Donc, j'ai dit que parmi les facteurs qui expliquent l'origine de la science, la curiosité apparaît comme étant le facteur primordial. Si la science elle-même est née à partir des besoins, à partir des exigences matérielles et surtout à partir de la curiosité, la philosophie de son côté puise son origine à partir de l'étonnement, de l'inquiétude, de l'angoisse de l'homme manifestée devant les grands problèmes de l'existence. Qui est l'homme? D'où vient-il? Et où va-t-il? Question que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents se posaient, et question que je continue encore, comme vous, à me poser. Et devant ces questions qui demeurent sans réponse, l'homme s'étonne, s'inquiète et s'angoisse. Et à partir de ce moment, il entreprend la réflexion. Et lorsque celle-ci se fait de manière critique, elle n'est autre que ce qu'on appelle la philosophie. Toute réponse que l'homme peut donner à l'une ou à l'autre de ces trois questions fondamentales, l'origine de l'homme, son identité, sa destinée, ne peut être qu'une réponse d'ordre religieux. D'où la différence immédiatement entre la religion et la philosophie. En religion, c'est la foi qui domine. Il faut obéir sans même chercher à comprendre. Tandis qu'en philosophie, c'est la raison qui domine. Il faut chercher à comprendre avant d'obéir. Et même lorsqu'on finirait par comprendre, on n'a nul intérêt à obéir, puisqu'il n'y a pas de vérité absolue. Toute vérité est vérité de quelqu'un et de quelque chose. Toute vérité est par conséquent vérité relative. Autrement dit, vous le savez, ce qui est vrai pour tel philosophe n'est pas forcément vrai pour tel autre philosophe. Tandis qu'en religion, la Bible dit, une fois que la Bible dit, c'est fini, c'est ratifié par oui et amen. La parole de Dieu est sacrée. C'est la vérité absolue et universelle, vérité incontestable et incontestée. Le chrétien dit toujours que la volonté de Dieu soit faite. Il se remet à l'autorité acceptée de Dieu comme étant l'être suprême en qui il s'abandonne, entre les mains duquel il se remet entièrement. Le philosophe, dans sa liberté de réfléchir de manière critique, peut même arriver à mettre en doute l'existence de Dieu. Oui, parce que la foi exige qu'on obéisse sans même chercher à comprendre. C'est-à-dire que la raison exige qu'on cherche à comprendre avant d'obéir. Deuxième différence entre la science et la philosophie, c'est au niveau de leur objet d'étude. L'une et l'autre, elles n'entendent pas étudier le même domaine. La science entend étudier la matière, et de fait, elle étudie la matière. Entendons par là, la science s'occupe de ce qui est. Et ce qui est, est. Ce qui n'est pas, n'est pas. Ce qui est n'est pas ce qui n'est pas. Et ce qui n'est pas ce qui est. Elle est donc objective. Elle est concrète. Et puisqu'elle étudie ce qui est, indépendamment des sentiments qui peuvent traverser le cœur,
Nombreux sont ceux qui disent que la science est un monstre, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de sentiment. Pour sa part, la philosophie elle-même se propose d'étudier l'esprit humain avec tout ce qu'il représente de manière fondamentale. Elle est dite abstraite et subjective. Mais l'esprit humain a ceci de particulier. L'esprit humain cherche toujours à simplifier ce qui est complexe, à rendre possible ce qui est impossible et à rendre facile ce qui est difficile. Or, étudier l'esprit humain revient à le considérer dans ses multiples aspects et il faut tenir compte des sentiments personnels. Alors que la science est un monstre, la philosophie elle-même est humaniste. Alors que la science n'a pas de cœur, n'a pas de sentiment, la philosophie est philanthrope. Elle est sentimentale. Autre différence entre la science et la philosophie, c'est que l'une est positive, on l'a vu, elle s'occupe de ce qui est, c'est la science. L'autre est normative, elle va au-delà de ce qui est pour s'occuper de ce qui doit être. Philosopher, c'est donc se placer sur le plan axiologique, c'est-à-dire se placer sur le plan des valeurs. D'où le caractère normatif de la philosophie, contrairement à la science, qui se caractérise elle-même par sa positivité. L'une, je reprends, est ce qui est, l'autre, c'est ce qui doit être. Ainsi, les deux sont appelés à se différencier au niveau des questions qu'elles se posent. Le savant demande toujours le comment des choses. Comment les choses arrivent-elles à se produire? Comment elles sont? Et ce comment est toujours un comment unique qui donne lieu à des réponses définitives, tandis que le philosophe demande toujours le pourquoi des choses. Pourquoi elles sont ainsi et pas autrement. Et ce pourquoi du philosophe est un pourquoi multiple qui donne lieu à des réponses provisoires. Pourquoi provisoires? Parce que ces mêmes réponses devront inévitablement devenir de nouvelles questions. Karl Jasper, dans son introduction à la philosophie, écrit: faire de la philosophie, c'est être en route et ne jamais sur le point d'arriver. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses. Il ajoute encore: philosopher, c'est entrer dans un labyrinthe. On sait qu'on y est, mais on ignore si l'on en sortira. Et c'est là tout le drame pour la philosophie. Car un duel acharné oppose les partisans de la science, qu'on a appelés dans un certain temps les scientistes, mais qu'on préfère appeler actuellement les scientifiques, aux partisans de la philosophie. Les premiers, c'est-à-dire les scientistes, accusent la philosophie d'être une activité vaine, une activité inutile. Alors que la science semble conquérir définitivement l'humanité, en mettant de plus en plus à la disposition de l'homme des moyens perfectionnés pour son bien-être et pour son confort matériel, alors que nous assistons à un progrès vertigineux et à des réalisations prodigieuses de la science combinée à la technique, la philosophie elle-même offre le spectacle de quelque chose, entre guillemets, qui piétine.
qui reste à la même place, à se poser les mêmes questions, questions auxquelles d'ailleurs elle n'arrive même pas à trouver des réponses. Pendant ce temps, tout ce qui était impossible pour l'homme, ce qui était plutôt impossible pour l'homme, est en train de devenir possible. On n'a qu'à se référer à ce qui se passe actuellement dans le monde. Autrefois, les distances éloignaient l'homme, les hommes les uns des autres. Mais grâce au progrès extraordinaire de la science, les distances sont réduites, pour ne pas dire qu'elles n'existent presque plus. La magie de la communication par satellite vous permet aujourd'hui d'être en Haïti et de suivre en direct n'importe quelle manifestation qui se passe ailleurs, qui se joue ailleurs. Un match, par exemple, la coupe de Calcio en Italie, vous êtes apporté ici en Haïti. Une messe dans une église adventiste en Californie peut être retransmise dans plusieurs autres pays, etc. Autrefois, l'homme communiquait avec son semblable par un pigeon voyageur, mais maintenant, la poste est une invention de l'homme. Les Fédéral Express, la DHL, etc. vous permettent de livrer un document à domicile dans l'espace de quelques heures. La science fait des bonds, elle fait des pas en avant, elle va de progrès en progrès, de merveille en merveille. Le 20 juin 1969, un événement extraordinaire a bouleversé le monde entier. Vous vous rappelez? Quel événement? L'homme a foulé pour la première fois le sol lunaire. À bord de qui? À bord de qui ça? Apollon 11, bien sûr. Bien sûr. Sous la commande, sous la direction du capitaine de bord, Neil Armstrong, qui est connu comme l'un des grands hommes actuellement aux États-Unis, enfin, qui fut l'un des grands hommes aux États-Unis. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que pendant que la science est en train d'accomplir ses merveilles, entre guillemets, la philosophie elle-même, c'est comme si elle piétinait, elle marquait le pas sur place, puisqu'elle se pose finalement les mêmes questions, questions auxquelles jusqu'à présent, elle n'arrive même pas à trouver des réponses. D'où le duel qui se fait entre partisans de la science et partisans de la philosophie, mais duel toujours favorable pour les premiers et défavorable pour les seconds, si l'on se place du point de vue des réalisations concrètes de l'une au détriment et même par rapport à l'autre. Science et philosophie diffèrent également au niveau de leur méthode. La science utilise deux méthodes, tantôt la méthode appelée méthode hypothético-déductive, utilisée le plus souvent en sciences mathématiques, méthode qui consiste à déduire ou à conclure, vous le savez, à partir d'une hypothèse. L'hypothèse n'étant pas forcément vraie, elle peut être également fausse. On dit qu'en mathématiques, l'esprit humain ne peut atteindre la certitude ou la vérité, mais plutôt l'exactitude. L'exactitude n'étant pas la vérité, mais plutôt tout ce qui est conforme à un raisonnement hypothétique, tout ce qui est conforme à une vérité établie à l'avance, sans être pour autant la vérité elle-même. La science utilise également une autre méthode, la méthode dite expérimentale, connue également comme étant la méthode des trois moments, l'observation, l'hypothèse et l'expérimentation, élaborée par Claude Bernard et formulée en ces termes: le fait suggère l'idée, l'idée dirige l'expérience et l'expérience juge l'idée. C'est-à-dire, on observe d'abord,
après avoir observé, on émet une supposition, une explication provisoire, préconçue, une hypothèse, mais celle-ci ne peut être acceptée pas avant la vérification, car la science n'admet rien sans preuve. Descartes disait, la vérité n'est nulle part ailleurs que dans les preuves. En dehors des preuves, il n'y a point de vérité. Et il ajoutait, parlez, parlez encore, et parlez toujours. Mais si vous n'êtes pas capable de prouver ce dont vous parlez, je considère que vous ne savez pas grand-chose. Je prends pour vous citations qui sont extrêmement importantes. Descartes disait, la vérité n'est nulle part ailleurs que dans les preuves. En dehors des preuves, il n'y a point de vérité. Il ajoutait, parlez, parlez encore et parlez toujours. Mais si vous n'êtes pas capable de prouver ce dont vous parlez, je considère que vous ne savez pas grand-chose. La science est donc objective. Elle repose sur l'existence des preuves en tout et partout. La philosophie est subjective. Elle se réfère à une conception personnelle, car chaque individu a sa propre conception et par là, chaque philosophe a sa propre philosophie. Ce qui est vrai pour Kant n'est pas vrai pour Spinoza. Ce qui est vrai pour saint Thomas d'Aquin n'est pas vrai pour Karl Marx. Ce qui est vrai pour Karl Marx n'est pas vrai pour Aristote, par exemple. Donc, autant de philosophes, c'est autant de systèmes philosophiques, autant également de définitions à la philosophie. C'est pourquoi je reviens à ce mot de Karl Jasper. Philosopher, c'est entrer dans un labyrinthe. On sait qu'on y est, mais on ignore si l'on en sortira. Et c'est là également l'avantage que les scientistes prennent sur la philosophie, accusant celle-ci d'être une activité vaine et inutile. Enfin, la science et la philosophie diffèrent quant à la façon dont elles appréhendent la réalité. Pour la science, le réel est complexe. Le monde est difficile à être appréhendé dans sa totalité. Et pour arriver à comprendre le monde, il faut le diviser en autant de parcelles possibles et imaginables. Le savant se comporte à l'égard du réel comme un spécialiste. Tandis que pour la philosophie, le monde est un et indivisible. On ne peut pas prétendre connaître le monde morceau par morceau, bout à bout, parcelle par parcelle. Toute connaissance du monde doit être globale, générale. Si le savant regarde le monde avec des yeux de spécialiste, le philosophe, quant à lui, le regarde avec des yeux de généraliste. Telles sont, pour l'essentiel, les différences entre la science et la philosophie. De l'une, on dit qu'elle est un monstre, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de sentiment, c'est la science. De l'autre, on dit qu'elle est philanthrope, humaniste et sentimentale, c'est la philosophie. Cependant, en dépit de leur distinction, en dépit de leur divergence, science et philosophie ne présentent pas de dichotomie, c'est-à-dire de cloisonnement, de barrière, de séparation, d'opposition radicale.
elles se rencontrent à des points précis. Elles ont des points communs, elles présentent des convergences ou des ressemblances. Ce qui est normal, puisque les deux, pendant une longue période, de l'origine, en passant par l'Antiquité jusqu'au début du XVIIe siècle, nous avons dit qu'elles étaient comment? Elles étaient confondues. Il n'y avait pas d'un côté la science et de l'autre la philosophie. La philosophie régnait comme étant, rappelez-moi, le savoir du savoir, la connaissance de la connaissance et même la science des sciences. Elles sont devenues différentes par la suite avec les détachements des différentes disciplines qui ont acquis leur statut autonome. Mais leur différence n'empêche qu'elles entretiennent des points communs, des ressemblances. Et la première, science et philosophie, puisent toutes les deux leur raison d'être dans l'existence humaine. En dépit de leur divergence, science et philosophie présentent certaines ressemblances. La première, la science et la philosophie puisent toutes les deux leur raison d'être dans l'existence humaine. Autrement dit, si l'homme n'existait pas, il n'y aurait ni science, ni philosophie. Car c'est l'homme qui cherche la connaissance. C'est également lui qui réfléchit sur lui-même, sur autrui et sur le monde extérieur qui l'entoure. Mais si l'homme n'est pas là pour connaître et pour réfléchir, il n'y a pas moyen d'avoir la science, encore moins la philosophie. Donc la première ressemblance, le premier point où ces deux activités humaines se rencontrent, c'est dans l'homme même. L'existence humaine dépend de la science, de la philosophie et de toutes les autres activités humaines comme la religion. L'homme ne peut pas se passer de la science aujourd'hui, non plus de la philosophie, encore moins de la religion, car tout ce qu'il comprend, il le rapporte au domaine de la science, et tout ce qu'il ne comprend pas, ou bien il le rapporte au domaine de la philosophie par un effort personnel, ou bien il le rapporte au domaine de la religion avec l'aide de celui qu'il estime être le Très-Haut, le Tout-Puissant, ce que nous appelons couramment Dieu ou autre, mais un esprit qui est à la base de tout et de tous. Maintenant, deuxième ressemblance, science et philosophie se retrouvent également au niveau de l'esprit humain. Elles sont deux œuvres, deux créations de l'esprit de l'homme. Car ce n'est ni avec le corps que l'homme connaît, ni avec le corps qu'il réfléchit. Il connaît et il réfléchit par le moyen de son esprit. C'est pourquoi Descartes a raison de dire coito ergo sum. Je pense, donc je suis. L'existence humaine est donc tributaire de la pensée humaine. Celui qui cesse de penser cesse du même coup d'exister. L'animal vit, mais n'existe pas, au sens où l'on entend les existentialistes même de la philosophie. L'animal vit, il fonctionne, il mange, il meurt après. Mais l'animal n'existe pas parce qu'il n'est pas capable de prendre conscience de lui-même en train de vivre.